Donc il y a des diapos, des articles qui reviennent beaucoup dans la journée. Ça va continuer un petit peu. Bon, je pense qu'à chaque fois, il y a quand même des choses différentes à dire sur les études. Et on voit qu'il y a des points de subjectivité, quand même, d'interprétation de ce qu'on dit un petit peu sur les études. Et en même temps, ça me permet de gagner du temps sur ce qui a déjà été vu. Donc, on m'a demandé de parler de la conduite de l'ECMO et complications neurologiques. La première chose, c'est de savoir si y a des éléments pour dire que, en soi, la période d'ECMO a un impact neurologique. Et donc, on va pouvoir mettre en évidence des choses qui se passent pendant l'ECMO qui ont un impact neurologique. Eh bien, c'est pas si facile, puisque toutes les études longitudinales et de cohorte, évidemment, étudient un enfant dans sa globalité, qui a une maladie avant l'ECMO, qui arrive dans l'ECMO en général très malade, voire extrêmement malade, voire qui a déjà fait un arrêt cardiaque. Il va se passer effectivement une ECMO, et puis il y aura un suivi. Alors si notre variable dépendante d'analyse, qui est évidemment la variable qu'il faut analyser, c'est-à-dire le devenir de l'enfant, comment est-ce qu'il va s'asseoir à l'école, comment est-ce qu'il va avoir des copains, ou est-ce qu'il va être tout seul dans la cour, eh bien, le problème de cette variable dépendante, c'est qu'il y a un certain nombre de variables indépendantes qui vont jouer dessus, et elles sont vraiment extrêmement multiples. Alors déjà, on retire tous les patients qui sont décédés éventuellement de causes neurologiques pendant l'ECMO, et ça, c'est pas si rare, puisque 30% de la mortalité pendant l'ECMO est quand même expliquée par un événement neurologique. Et puis tout joue sur l'avenir de l'enfant, y compris le suivi lui-même. Et ça, heureusement, il faut croire aux rééducateurs et aux neuro derrière qui transforment des déficits en non-handicap, quoi. Et donc, bon, ben voilà, c'est assez considérable. Si on compare, effectivement, comme ça a été dit, à une population normale, le devenir de ces patients. Mais moi, je voudrais commencer par dire que l'ECMO a un impact favorable sur le neurodéveloppement, pour que, c'est un peu ce que tout le monde peut dire, hein, mais pour qu'on ne ressorte pas quand même en disant bah, l'ECMO, attention, on détruit le cerveau des enfants. Parce que toutes les études qu'on fait, on regarde des enfants qui ont eu de l'ECMO, et puis on les suit pendant 1 an, 4 ans, 7 ans, et puis on voit que par rapport à une population générale, il y en a 50% qui ont des troubles des apprentissages. L'étude, et en fait les Anglais l'ont fait, c'est très connu avec l'essai César, mais en fait ils l'avaient fait avant avec les ECMO néonatales, c'est de comparer des patients qui ont été NIR ECMO à des patients qui ont effectivement reçu de l'ECMO. Donc comparer un traitement conventionnel lourd de réanimation, par exemple, pour une hernie diaphragmatique, à un traitement lourd incluant l'ECMO pour une hernie diaphragmatique. Et là, on a des choses qui nous flattent un peu, mais cela dit, qui ne sont pas fixés dans le temps, il faudrait le refaire tous les 5 ans, ces études, parce que le traitement conventionnel, il évolue, on est de meilleur en meilleur en réanimation, c'est pas sûr qu'aujourd'hui, on ait toujours besoin de l'ECMO, peut-être que c'est de moins en moins, mais à la sortie de réanimation, par exemple, c'est plutôt en faveur quand même d'un traitement par ECMO. Et surtout, cet effet, puisque cette cohorte quand même d'un grand nombre d'enfants, et c'est vraiment tout un suivi d'études qui est très intéressant, on voit qu'il y a un effet persistant bénéfique de l'ECMO sur le neurodéveloppement à 1 an, 4 ans et 7 ans. Donc l'impact quand même de l'ECMO serait largement moindre que l'impact de la maladie et de l'état dans lequel le patient arrive sous ECMO. Bon, ça, c'est quand même juste pour être sur une note quand même plutôt optimiste et pas décourager ceux qui viendraient ici pour voir s'ils vont débuter de l'ECMO ou pas. Bon, si on prend, c'est sûr, le suivi comme outcome, c'est compliqué d'aller faire le tri dans tout ce qui se passe. On va essayer d'avoir une variable dépendante qui est un peu plus simple, genre je survis ou je survis pas à l'ECMO, ou je fais un AVC ou je ne fais pas d'AVC. Alors voilà, ça va être plus intéressant pour voir des petites choses du management de l'ECMO en réanimation. Par exemple, si je veux analyser l'impact d'un protocole d'anticoagulation, faut que je sache si j'ai plus ou moins d'AVC hémorragique. Mais si je pars directement sur l'évaluation du suivi à long terme, c'est quasiment certain que je vais jamais mettre en évidence le rôle indépendant de mon protocole, ou alors à moins que j'ai vraiment une très très bonne idée qui révolutionne le tout, mais enfin il y a peu de chance. Alors cet outcome un petit peu intermédiaire sur ce qu'est le véritable intérêt de l'ECMO sur le neurodéveloppement, j'insiste pas, on sait qu'il est mauvais, puisque tout ce qui est imagerie, diagnostic de l'AVC, voilà, bref, à part de dire aux parents
c'est une mauvaise nouvelle, l'enfant est mort, ben, on peut pas dire beaucoup plus. Donc, c'est pas un outcome qui est excellent, mais au moins, ça permet d'avancer un petit peu sur la façon de manager les enfants en ECMO. Alors, malheureusement, et moi, pour remplir la base de données ELSO, voici une étude qui a été beaucoup citée. Ça, c'est toutes les variables qu'on rentre dans la base de données ELSO. Et puis, la base de données ELSO, c'est quasiment l'essentiel de toutes les publications là, qui ont été présentées aujourd'hui. Ça vient de là. C'est intéressant pour faire de l'épidémiologie. Mais voilà ce qu'on regarde. Donc, si vous regardez, bon, il y a toute la première colonne là de gauche, c'est le patient. Hein, le patient, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est spénique? Est-ce qu'il est caucasien? Est-ce qu'il est noir? Quel âge? Quel poids? Donc tout ça, c'est facile. Et puis, quelle est sa condition hémodynamique et respiratoire avant la mise en ECMO? Et puis, quelle est la condition à 24 heures? Quel est le meilleur débit d'ECMO? Quelle est la meilleure tension? Quel est le lactate le plus bas? C'est tout ce qu'on fait, en fait. Hein, c'est tout ce qu'on rentre dans la base de données ELSO. Donc, la base de données ELSO ne va pas pouvoir vous permettre de répondre à est-ce qu'il faut mettre 200 000, 100 000 ou 50 000 plaquettes. C'est impossible avec toutes ces données et qui sont vraiment l'essentiel des données. Donc, pour dire que ça va être décevant de pouvoir guider la conduite de l'ECMO sur des données probantes quand même. Hein. Par contre, on note, bon, ben, quand même quelque chose, on a déjà largement détaillé aujourd'hui, ECMO, VA, VV, centrale, périphérique. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, ce qu'on peut dire quand on regarde cette étude, ben, on a l'incidence, ça c'est sûr. Donc là, on est chez le nouveau-né, hein, donc c'est important. C'est surtout hémorragique, on a déjà dit. Enfin, on n'a pas toujours dit ça, mais en tout cas, chez le nouveau-né, c'est surtout hémorragique. Et puis, on a des facteurs de risque qui sont en fait le patient lui-même, qu'on ne va pas pouvoir modifier le patient lui-même. Hein, donc, VA ECMO, ça ressort. Donc, effectivement, est-ce qu'on a vraiment le choix de faire du VV ou du VA? Bon, on a vu aujourd'hui qu'on a peut-être de temps en temps le choix, mais c'est quand même assez rare qu'on ait vraiment le choix. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va quand même essayer de se dépatouiller, à trouver des choses à dire quand même sur la façon de mener l'ECMO et de diminuer les complications neurologiques. J'ai mis un cercle là pour dire que bien souvent, les choses dépendent des unes des autres. Hein. La coagulopathie dépend en général de la maladie et de la sévérité pré-ECMO. Hein, donc tout découle les uns des autres. Premièrement, il y a la condition du patient, un bas débit pré-ECMO prolongé donne une ischémie cérébrale et un gros risque de transformation hémorragique. Une des preuves de ça, c'est que le délai de survenue des hémorragies cérébrales chez le nouveau-né, moi c'est vrai que je parle quasiment que des nouveau-nés, parce que c'est beaucoup vient de là, mais eh bien, le délai de survenue est très étroit, très rapproché. La majeure partie des hémorragies cérébrales sous ECMO, ça arrive rapidement, et d'ailleurs je pense que dans ce qu'on a vu en cas clinique, les choses arrivaient assez vite, ou alors sont diagnostiquées très tardivement, mais quand on arrive à dater, c'est assez précoce, ce qui va assez bien avec un ramollissement, en fait, avec une préaltération du tissu cérébral avant la mise en ECMO, et puis quand les ECMO se prolongent, finalement, les problèmes vont être différents, mais on va plus être trop dans l'hémorragie cérébrale. C'est un peu faux pour ce qu'est l'AVC, le thrombotique. Autre chose sur cette diapo, toutes les HIV qu'on découvre ne sont pas gravissimes. Et donc, il faut s'acharner, je pense, à monitorer et à trouver des choses. Parce que s'il faut sortir d'ECMO plus vite que trop tard, ça peut se faire. Deuxièmement, les variations de pH. J'ai listé des choses, j'en oublie peut-être. C'est un choix après les lectures. Variation de pH, c'est plusieurs choses. Le pH, c'est évidemment le témoin de la gravité. Ça, à la limite, on ne peut pas le changer. Il y a une chose intéressante quand même quand on fait de l'ECMO, les variations de pH, quand les néonates nous regardent gérer notre ECMO, eux, par exemple quand on a un nouveau-né qui a une maladie membrane-hyaline, qu'on reventile ou à qui on fait du surfactant, on fait très attention à pas baisser, à pas remonter le pH trop vite. Les variations de pH, c'est des variations brutales de débit sanguin cérébral. Et même en soi, la perfusion de bicarbonate est un facteur de mauvais développement chez les nouveau-nés. Bon, c'est surtout chez les prématurés, mais bon, un peu plus de rigueur ne nuit pas, hein, je pense. C'est intéressant, mais bon, là, j'ai vraiment aucune donnée en ECMO. Il y a des auteurs qui soulignent ça. Voilà. Évidemment, l'anticoagulation et la coagulopathie induite par l'ECMO, on va le voir, a quand même un rôle à jouer, même si je vais essayer de montrer, moi, que c'est surtout le terrain qui joue beaucoup. Le défaut d'autorégulation, alors,
on va en parler un petit peu. Bon, nous, à Nantes, on a tendance à être un peu intégriste là-dessus, à vraiment penser que tout est autorégulation. Je vous laisserai modérer quand même ces propos. En gros, voilà, on en reparlera dans quelques diapos. Il y a aussi des événements thrombotiques. Et j'insisterai un petit peu sur l'hémolyse, qui va prédire quand même des événements thrombotiques et qui est certainement pas un événement anodin d'avoir de l'hémolyse, même modérée sous ECMO. Et puis enfin, il y a des événements quand même d'hypoxie on peut réavoir des épisodes d'hypoxie générale, régionale, cérébrale sous ECMO. Le syndrome Harlequin, on met une trop grosse canule veineuse, le patient fait un syndrome CAF-SUP, il n'y a plus de drainage, c'est quand même des choses qui peuvent apparaître. C'est de la vieille littérature que j'ai pas développée. Il y avait quelques études, la plupart négatives, sur le drainage jugulaire au-dessus de la canulation veineuse, pour donc améliorer le retour veineux cérébral et diminuer les pressions veineuses cérébrales. Tout ça a été négatif, mais ça a été une piste. Je pense que c'est abandonné. Mais il y a des équipes qui avaient une source additionnelle de retour veineux par du débit sanguin jugulaire au-dessus de la canulation. Pour dire que ça a une importance quand même. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir discuter du moment de la canulation pour diminuer le bas débit pré-ECMO, pas toujours facile. On va pouvoir discuter d'avoir des protocoles d'anticoagulation. Je vais surtout citer une étude qui me semble très intéressante. On va pouvoir discuter de seuil transfusionnel pour diminuer l'incidence d'événements hémorragiques. On va pouvoir, on va pas dire grand-chose sur l'autorégulation, honnêtement, fondée sur des preuves, mais il faut peut-être sûrement faire attention à l'hémodynamique générale. Il y a une interaction avec le cerveau, c'est sûr. L'hémolyse, etc., il y a des implications techniques, technologiques que les gens connaissent bien. Et puis l'hypoxie, les épisodes d'hypoxie cérébrale per-ECMO liés à des complications techniques, ça existe aussi. Mais là, on ne va pas réinventer la roue. On a déjà parlé sur les autres clubs ECMO, la décharge gauche, etc. Voilà. Le moment de l'ECMO, très rapidement, je pense que la grande majorité du temps, on ne choisit pas le moment de l'ECMO. Il y a peut-être quelques généralités peut-être qu'on peut rappeler. Dans l'ECMO post-cardiotomie, on sait qu'il vaut mieux prendre le risque, peut-être un tout petit peu par excès, mais un tout petit peu, de sortir de CEC et de partir directement en ECMO plutôt que d'avoir 6 heures de bas débit en réanimation et de mettre l'ECMO à 1 heure du matin. Après 6 heures de bas débit, c'est montrer qu'il y a un meilleur devenir pour ses patients. Voilà, c'est mieux de faire ça que d'attendre 3 heures, de faire une réévaluation sternale, de polyte transfusée, etc. Bon, bref. Pour les autres indications cardiaques, il n'y a pas grand-chose à dire. En général, les patients nous arrivent en choc cardiogénique. Mais si c'est un patient qui a une cardiomyopathie dilatée, qu'on sait qu'il est inscrit sur liste de greffe, que de toute façon, on sent bien qu'il va partir en assistance, eh bien, probablement que c'est pas la peine de passer par la case ECMO parce que là, ils vont souffrir un peu plus sur le plan neurologique. Ils vont faire plus d'AVC en LVAD que s'ils n'avaient pas reçu d'ECMO. Mais bon, quand c'est une cause non connue de myocardite, évidemment, on passe souvent par l'ECMO pour voir si on a une récupération, bien entendu. Hein. Et puis, dans le SDRA, dans les indications respiratoires, là, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne faut pas attendre longtemps, et notamment, on attend quand même le résultat des grandes études adultes, parce que là, on peut quand même pas dire que dans le SDRA, il y a une évidence très très claire de la supériorité quand même de l'ECMO sur la ventilation conventionnelle, enfin le traitement conventionnel. L'autorégulation, c'est un petit peu notre dada. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Enfin, c'est notre dada, on le monitore pas, hein, c'est juste intellectuel. Très vite, on sait que tous les nouveau-nés, en fait, quelle que soit leur gravité, ont un défaut d'autorégulation cérébrale. C'est connu depuis longtemps, 1979. Non seulement on sait que quand ils sont graves, ils ont un problème d'autorégulation cérébrale, ils vont faire des hémorragies intraventriculaires parce que le développement du cerveau, c'est du profond vers le cortex. Donc, quand il y a un afflux massif de sang chez le bébé, chez le nouveau-né sous ECMO, en général, on voit des AVC avec des hémorragies intraventriculaires, finalement, comme les AVC de néonatins. Et cette hyperderbie cérébrale, quand il y a un défaut d'autorégulation, est associée à des accidents cérébrales, des hémorragies intracérébrales. Et ça, c'est montré complètement indépendamment de l'ECMO.
hein. Donc on n'a pas d'études pour nous dire avant ECMO j'ai une dysrégulation, pendant l'ECMO ça s'aggrave ou c'est mieux et après c'est mieux. On ne le sait pas du tout. Il y a des travaux de Billy Short qui datent des années 2000 et avant qui montrent sur des modèles de moutons que l'hypoxie et l'hyperoxie, on en a parlé déjà ce matin, donnent des problèmes de régulation, mais que l'ECMO quand même très clairement les aggrave ou en tout cas ne les améliore pas. La restitution d'un statut, d'une oxygénation normale par l'ECMO chez un nouveau-né, là, un agneau qui a une dysrégulation cérébrale, l'ECMO n'améliore pas cet aspect. Et il y a de l'hyperémie cérébrale liée à un défaut de régulation quand on restaure la pression, qui possiblement quand même a une incidence. C'est une piste d'ailleurs pour dire qu'en ECMO-VV, on pourrait faire un petit peu mieux, dans le sens où l'ECMO-VA quand même envoie du débit assez fort, et le premier site concerné, le premier qui reçoit le début d'ECMO, c'est le cerveau. Et c'est vrai que s'il n'y a pas d'autorégulation cérébrale qui permet de réguler le débit sanguin cérébral, ben, on peut arroser le cerveau et avoir un peu plus d'événements neurologiques. Donc je passe sur les 2-3 diapos que j'avais sur le choix de la technique, parce que je pense qu'on a... Bon, moi j'étais assez d'accord avec ce que disait M. Kretman, dommage qu'il ne soit pas là, j'aurais fait un peu de faillotage, mais voilà, centrale VS périphérique, on en a parlé, hein. C'est vrai qu'on pense qu'il y a des choses droite-gauche, parce qu'il y avait des preuves assez intéressantes sur la vascularisation rétinienne, des œdèmes rétiniens. Ça c'est un autre point du neuromonitoring, le cerveau il est accessible par l'œil, et c'est vrai qu'on l'utilise assez peu. Mais ça a été fait quand même, hein, dans les ECMO. Des asymétries EG, mais finalement, sur le plan hémodynamique, par contre, il n'a jamais été montré qu'il y avait le polygone de Willis, chez les nouveau-nés en tout cas, puis chez les enfants, il est toujours bien perméable. Et puis, c'est vrai que j'ai entendu dire que les AVC sur la cohorte française, bah, c'est plutôt latéralisé. Moi, c'est vrai que je n'avais pas trop retrouvé ça forcément dans la littérature. En tout cas, c'est assez contradictoire. Cette étude qui a été citée ce matin, qui effectivement ne retrouve pas, par contre, d'intérêt particulier du site de cannulation. Je voulais parler un petit peu d'hémolyse parce qu'on est plus là dans le technique de l'ECMO, donc ça intéresse aussi un petit peu. L'hémolyse, c'est vraiment un problème pédiatrique. Je m'étais rapproché un peu, j'en parlerai après, des collègues, nous, de l'hôpital Nord qui font les adultes. Il y a globalement moins de problèmes d'hémolyse. En tout cas, eux, chez les adultes, ils ont des problèmes aigus d'hémolyse qu'on rencontre également et qui sont toujours graves, on va le voir, toujours un problème technique grave. Mais nous, en plus de ça, on a un fond d'hémolyse bien souvent. On a un fond d'hémolyse chez nos patients parce qu'on a des problèmes pour tourner. Alors, en général, on voit l'hémolyse sur l'aspect validation de mon nouveau matériel. Ou alors choix d'un oxygénateur par rapport à un autre. Je vais dire, le Quadrox, c'est un peu trop gros. Chez les enfants, je fais de l'hémolyse parce que j'ai trop de sang, donc je fais un peu plus d'hémolyse. Donc ça, c'est tout un aspect intéressant, mais c'est plutôt de l'étude benchside, donc c'est plutôt de l'étude préclinique, ou qui peut être validée in vivo, mais pour valider le fait que la vallone est petite, mais quand même pas trop petite, parce que ça fait pas trop d'hémolyse, etc., quoi. Il y a une étude qui est sortie assez récemment et qui nous a un peu perturbé avec mon collègue de bureau, Jean-Michel Lier, pour dire que l'hémoglobine, c'est pas que une donnée des ingénieurs biomédicaux. C'est aussi quelque chose qui a probablement une grosse importance, à mon avis, dans notre conduite de l'ECMO. Et effectivement, sur une étude là de pas mal d'ECMO adultes, c'est même le fait d'avoir une forte hémolyse, non seulement est le signe que quelque chose ne se passe pas bien, mais c'est même quasiment le seul facteur qui ressort prédictif de mortalité. On dit ok, c'est marrant, on n'a jamais entendu parler de ça. Ah si, en fait, l'année d'avant, il y avait déjà eu un papier dans Pédiatrique Critical Care Medicine, qui est notre livre de chevet, mais on n'avait pas vu l'article quand même. Et une étude sur une monocentrique en Australie, qui regarde un petit peu la prévalence, les risk factors et l'outcome associé à l'hémolyse. Donc, effectivement, sans surprise, en fait, les problèmes d'hémolyse, si vous regardez tous les patients qui ont un degré plus ou moins important d'hémolyse, on juge l'hémolyse en fonction du taux d'hémoglobine libre, en fait. Hein. En général, c'est en dessous de 50, c'est pas grand-chose. Jusqu'à 200, c'est tolérable. Au-dessus de 200, on commence à parler de fortes hémolyses.
Alors c'est lié essentiellement aux problèmes de circuiterie, surtout des ECMO qui tournent mal, avec des pressions veineuses qui sont importantes, et avec l'avènement de thrombus dans le circuit. Mais effectivement, chez l'enfant aussi, c'est clair que tous ces patients qui ont un niveau élevé d'hémolyse, mais qui n'est pas la grande hémolyse, d'un coup le circuit clote complètement, hein, et ben c'est vrai que c'est quand même des enfants qui s'en sortent pas moins bien. Alors, voilà. Quand on est sur des grands niveaux d'hémolyse, donc des hémoglobines libres supérieures à 1000, en général, on trouve des grosses choses, c'est des urgences. En fait, on n'a même pas le temps de faire le dosage, finalement, qu'on voit qu'il se passe quelque chose, et c'est pas l'hémolyse qui nous alerte, c'est ce qui se passe dans le circuit d'ECMO. Ce qui serait voilà, une hémolyse aiguë est a priori toujours grave, soit l'enfant peut sortir d'ECMO, soit s'il ne sort pas d'ECMO, de toute façon, il va avoir une complication mécanique grave, assez rapide. Probablement que c'est pas la peine, en tout cas, d'attendre 6 heures, je sais pas comment vous faites, mais a priori, on n'attend pas 12 heures, 24 heures si on voit vraiment l'hémolyse. Et puis si on voit les urines porto, on a déjà quelques heures d'hémolyse, hein. Alors, est-ce que c'est pas plus important qu'on le pense, l'hémolyse? J'ai aucune preuve de ça, mais il y a un article là de 2005 qui s'appelle Rother, j'ai pas mis la référence, et qui dit, le titre de cet article c'est dans le JAMA, voilà, l'hémolyse n'est-il pas une nouvelle maladie? En fait, il prend exemple sur une maladie génétique qui est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, donc un défaut génétique du complément qui va faire que les globules rouges sont agressés, et donc il y a des épisodes paroxystiques d'hémolyse très intenses. Et il se trouve que ces patients qui ont des épisodes d'hémolyse très intenses meurent précocement, même meurent assez jeunes pour des formes très sévères, c'est génétique, donc il y a des formes plus ou moins sévères. Et ils meurent de quoi? Ils meurent de thrombus, ils meurent d'AVC. D'accord? Donc c'est intéressant. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut passer de l'hémolyse à l'AVC? Quand on a un petit degré d'hémolyse, on a l'aptoglobine qui fixe l'hémoglobine libre, et puis les macrophages s'occupent d'aller nettoyer un petit peu l'hémoglobine libre. L'autre mécanisme, vous savez, quand on met du NO, on surveille la méthémoglobine libre. En fait, l'hémoglobine se fixe également au NO avec une bonne avidité, d'accord, beaucoup plus l'hémoglobine libre. Et c'est tellement important que c'est bien montré dans un certain nombre de papiers, y compris chez l'homme, qu'on arrive à déploter complètement le pool de NO de ces patients qui ont des hémolyses assez sévères. Mais quand je dis assez sévères, c'est le modérément sévère, c'est le truc qu'on ne voit pas forcément, l'anurie, le circuit qui gigote et la pompe qui fait du bruit, hein. Donc ces mécanismes sont assez vite dépassés, l'épuration naturelle de l'hémoglobine libre, et donc l'interaction de NO, sans surprise, hein, en fait tous les topos, on pourrait toujours parler de l'inflammation, vasodilatation et compagnie, on arrive toujours là, mais effectivement c'est bien montré qu'on a de l'HTAP, qu'on a plus de régulation des mécanismes vasodilatateurs, vasoconstricteurs, qu'on a des problèmes d'autorégulation également, et surtout l'hémoglobine libre en contact avec du facteur de vibrante, avec des plaquettes, a tendance extrêmement rapidement, en tout cas in vitro, à faire des thrombus. Donc possiblement, voilà. Alors, le gros problème de ça, c'est que, je ne sais pas, on peut faire un sondage dans la salle, qui monitore l'hémoglobine libre dans son centre? C'est vrai qu'on est clair, donc vous avez un petit peu de chance, parce qu'en fait, l'hémoglobine libre, il y a besoin aujourd'hui de l'intervention d'un technicien. Donc si on veut avoir une hémoglobine libre, c'est rapide, c'est facile, ça coûte pas cher, sauf que ce n'est pas automatisable. Il y a par contre quelque chose, on est en train d'avancer là-dessus, tout dosage biochimique, il y a plein de dosages biochimiques qui sont perturbés avec l'hémoglobine libre. Et donc, l'automate de biochimie, il s'assure, avant de vous rendre un résultat, qu'il n'y ait pas d'hémolyse. Et s'il y a de l'hémolyse, il vous dit, attention, transaminase, hémolyse 3 croix. Et en fait, l'index d'hémolyse, l'automate, il sort une échelle de 0 à 1000 à peu près d'hémolyse, et puis il classe en 1 croix, 2 croix, 3 croix, et ça n'a que d'intérêt de vous dire, attention, mon dosage de transaminase ou d'antidisas, vous savez que ça joue beaucoup, est faux. Sauf qu'en fait, il y a une échelle. Donc, on a commencé à regarder, en fait, c'est les gens de l'hôpital adulte, et puis on est en train de commencer de le faire chez l'enfant, valider, voir si cet index d'hémolyse, qui pour le coup est automatisé, rendu 24 heures sur 24, il est intéressant. Donc ici, vous avez un patient sous ECMO qui fait une hémolyse aiguë, on lui change son circuit, ça baisse.
Effectivement, l'index d'hémolyse, il est très intéressant. La sensibilité et spécificité est excellente, surtout pour des niveaux à peu près normaux d'hémolyse. Pour les gros niveaux d'hémolyse, c'est un peu moins bon. On va chercher à regarder ça chez l'enfant. Mais donc, ça nous permet de suivre l'index d'hémolyse 24 heures sur 24. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si je vous ai convaincu que c'est intéressant de suivre, de regarder s'il n'y a pas trop d'hémolyse. Maintenant, on peut passer à un autre aspect en allant vite. Il reste 5 minutes. C'est l'aspect anticoagulation plaquettes. On aurait pu faire 1 heure sur l'anticoagulation, les plaquettes. Il y a une chose, moi, qui m'avait marqué en revenant donc d'Amérique du Nord vers la France. Là-bas, on avait tendance à dire, parce qu'il y a des vieilles guidelines, enfin les vieilles. Les guidelines ELSO disent que pour l'ECMO néonatal, il faut 100 000 plaquettes. Alors, quand on essaye de suivre strictement cette recommandation, on passe au moins 1,5 kg plaquettaire par jour sous ECMO. Si on a un pont, si on commence à avoir de l'hémolyse, des caillots, etc., on passe énormément de plaquettes. Moi, je suis persuadé que c'est pas bon. Mais bon, bref, en tout cas, on n'arrive pas à suivre les recommandations. Alors, on sait qu'il y a une variabilité intercentre énorme sur le seuil transfusionnel. Je parle de l'enfant qui ne saigne pas, hein, évidemment. C'est quelque chose d'intéressant. Il y a une étude qui est bien, vous voyez, hein, quand on s'intéresse vraiment à la conduite du l'ECMO, on passe tout de suite à du plus petit effectif, on n'est plus du tout sur les données ELSO. Hein. Une étude sur les hypertensions pulmonaires néonatales, l'intérêt de cette population, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt cardiaque, c'est pas du sepsis, voilà, il n'y a pas grand-chose normalement qui interagit avec les plaquettes. Et c'est vrai que les plaquettes c'est quand même un facteur, là, il faut suivre la numération plaquettaire, mais vous voyez que le seuil à partir duquel ça devient discriminant pour dire que j'ai un risque hémorragique, dans cette étude, qu'il faut modérer le résultat, c'est 37 000. D'accord ? Donc c'est pas 100 000, c'est pas 200 000 comme le suggéraient les études plus anciennes sur lesquelles se basaient les recommandations ELSO. Il y a quelque chose d'intéressant, ça fera plaisir, je pense à nos collègues de Lyon qui ont discuté hier, c'est que effectivement également le taux de fibrinogène est très important, probablement aussi important que le taux de plaquettes. Et vous voyez la troisième flèche, c'est pour dire que par contre la numération plaquettaire c'est bien, mais enfin ces patients ils sont transfusés autant, quoi. Le problème du seuil de plaquettes, c'est que bien souvent quand on part sur la coagulopathie, on a du mal avec des plaquettes à restaurer une numération plaquettaire efficace. Hein. C'est rarement quand même indépendamment de ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est un épisode infectieux? Est-ce que c'est un problème de coagulation disséminée, locale, lié au matériel, etc. En tout cas, on a du mal avec la transfusion de régler le problème. Vaut mieux voir si techniquement, changement de circuit, etc. Et puis, autre chose de cette étude dans notre un petit peu approche concentrée sur l'autorégulation qui est intéressante, c'est que en dehors des problèmes de coagulation, le facteur de risque, le seul truc qui est ressorti par cette étude, en dehors et en plus d'ailleurs du terrain, etc., mais c'est que c'est la pression artérielle maximale qui est ressortie assez en association donc avec les troubles de coagulation. Je pense que ça c'est témoin quand même des problèmes d'autorégulation et le fait d'être hypertendu sous ECMO est assez dangereux probablement. Voilà d'autres éléments. Ce qu'il faut quand même savoir également, c'est que en dehors de l'ECMO où il y a eu beaucoup de débats, il y a beaucoup de gens qui, pas tellement chez nous, pas au club, qui s'ostinent à parler de seuil de transfusion. Ce qui est un peu surprenant, c'est que chez les prématurés qui font des hémorragies intraventriculaires, par contre, le seuil de plaquettes n'est pas un facteur prédictif. Hein, et on ne transfuse pas les nouveau-nés qui ont éventuellement une autre agression au-dessus, pour mettre des plaquettes au-dessus de 50 000. C'est pas vraiment prédictif. Hein. C'est surtout, hein, de toute façon, la gravité et l'âge gestationnel qui sont retrouvés en facteur de risque quand même pour ça. Donc, moi, je crois qu'il faut être raisonnable dans les transfusions. Les petits pièges, et également quelque chose d'autre en faveur. Dans l'étude, en fait, les études un petit peu anciennes, on voit bien que quand on essaye de monter les numérations plaquettes, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a une diminution des risques hémorragiques. Mais dans cette étude, si on va les regarder en détail, on verra juste après avec Northrop, là, en fait, c'est
pas vraiment le risque cérébral qu'on diminue, c'est le risque de saignement autre que cérébral. C'est le saignement du site opératoire, c'est le saignement sur les canules, c'est le nombre de transfusions en relation avec des saignements du site opératoire. Les petits pièges des saignements sous ECMO, juste pour rappeler, et en plus ça échappe, j'ai appris ça hier soir, mais ça échappe au ROTEM, c'est des diagnostics de déficit acquis en Willebrand et en facteur 13. Et ça c'est, bon, je pense que tous les gens qui font beaucoup d'ECMO le savent, mais c'est des petits pièges, des petites choses vraiment à regarder. Si on a un patient qui saigne, on a donné les plaquettes, on a du fibrinogène, il y a beaucoup de déficits acquis en facteur von Willebrand sous ECMO. Ça c'est intéressant. C'est l'analyse unicentrique, mais quand même sur 260 ECMO, je crois, de l'application d'un protocole de gestion de l'anticoagulation et du saignement, ou au contraire des sous-anticoagulations. Donc vous voyez que c'est une équipe qui a décidé d'implémenter un protocole de monitoring hématologique rigoureux, d'accord, et puis il va faire une étude avant-après, avec tous les biais que ça impose, leur technique à avancer entre l'avant et l'après globalement. Vous voyez qu'ils font de l'antithrombine, du dose des antithrombines tous les jours, ils font des plaquettes toutes les 8 heures, et puis vous voyez que s'il y a des problèmes de saignement ou au contraire de clotting, bon, ils adaptent leur protocole pour augmenter le monitoring. Logique, c'est ce qu'on fait tous. Alors, il manque une diapo, je suis navré, j'y ai pensé qu'après, c'est ce que vous attendez tous, hein, c'est l'effet de ce protocole. Je vais le dire, mais vous pourrez le retrouver en regardant l'article. Hein. Eh ben, l'effet de ce protocole, comme ça avait été déjà montré en post-CEC immédiate, quand on commence à faire du ROTEM, hein, parce que c'est quand même l'élément, ça, nous, qu'on n'a pas et qui est fait là tous les jours, c'est qu'on diminue notablement les transfusions. Et là, ici, ils ont diminué leur transfusion de globules rouges, ils ont diminué leur transfusion de plaquettes, ils ont même aussi, alors ça, diminué leur taux de transfusion de fibrinogène, d'accord ? Parce qu'ils sont plus basés sur le feeling ou sur des notions de seuil, mais ils sont basés sur l'évaluation in vitro, ou enfin là, le plus proche du patient par thromboélastogramme. Et ils font ça, ils font cette diminution. La première chose, sans augmentation notable ou diminution notable d'épisodes hémorragiques. Donc voilà, donc il y a au moins une épargne transfusionnelle sans impact sur le saignement, et même plutôt, alors qu'on diminue le taux de transfusion de plaquettes, un effet favorable sur le saignement. Et là encore, c'est sur le saignement, sur les suites opératoires et les hémorragies gastro-intestinales, qui sont d'ailleurs souvent liées révélateurs des facteurs en fin de Willebrand, les hémorragies gastro-intestinales. Et par contre, hein, décevant, mais ça me va bien, moi je pense que c'est lié à autre chose. Par contre, pas de différence d'incidence d'AVC. Alors petite étude, mais ça quelque chose qui serait très intéressant éventuellement à reproduire. Voilà. Donc voilà, les seuils transfusionnels méconnus, plaquettes supérieures à 100, on en a parlé. Tac, 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 on en a parlé. Alors voilà, un petit peu en guise de conclusion. Pardon, un petit problème d'animation. En guise d'un petit peu de conclusion, j'ai balayé, peut-être un petit peu rapidement, mais il fallait être rapide, tout ce qu'on pouvait questionner sur le management de l'ECMO et les AVC. J'en ai certainement oublié. En vert, des choses quand même que les données LSO ne peuvent pas analyser et qu'on pourrait éventuellement le faire avec une étude de groupe comme le nôtre. Ben, on pourrait refaire des études ECMO, NIR-ECMO. Moi, je pense au cas qu'on régule, et puis à Trousseau, vous verrez la même chose. Des patients qu'on hésite à mettre sous ECMO, ben, qu'on peut suivre. C'est des études intéressantes, parce que ça nous donne le véritable, à la limite, impact de l'ECMO, si tant est que les traitements conventionnels soient équivalents. On pourrait comparer des stratégies transfusionnelles, regarder un petit peu l'efficacité de nos transfusions. On pourrait regarder si on peut mettre en évidence des problèmes d'autorégulation. On a déjà parlé de l'EEG d'amplitude, et puis il y a certainement plein de choses. On a évoqué les arrêts de soins ce matin, l'éthique, des nutritions, des choses peut-être un peu moins techniques et centrées sur le circuit, mais qui sont évidemment tout aussi intéressantes. Et je voudrais finir par un petit épilogue, parce que tout ça c'est bien joli, mais il y a
un message qui me semble important. Donc c'est un nouveau-né de 3 jours de vie qui nous appelle de Saint-Brieuc, donc on est très content. On a une UMAC depuis pas longtemps. Quand le téléphone sonne, on est hyper excité. Hein. C'est un vendredi midi, donc 36 semaines, 2,5 kg, souffrance fœtale aiguë, un patient qui a souffert, hein, souffrance fœtale aiguë, lactate à 15. Donc vraiment voilà, il était même en hypothermie qui a été levé pour des problèmes hémodynamiques, d'hypertension pulmonaire. Pas de cardiopathie, ça a été exclu à 2 reprises par un cardiopédiatre sur place. Et le patient vraiment évolue mal. Il évolue mal. Et puis voilà, hypertension pulmonaire a priori assez isolée, et puis malgré la prise en charge ventilatoire, ce qu'on connaît, oligurie, donc il y avait des conseils donnés de ventilation, etc. Ça sert à ça l'UMAC, c'est aussi de discuter des cas graves et puis de voir ce qu'on peut faire sans faire d'ECMO. Bon, malgré tout ça, ça évolue mal, donc on se dit super, bon, belle indication d'ECMO. Et ça se passe vraiment très très bien, pas de souci. À l'admission à Nantes, effectivement, on confirme le diagnostic et on voit que sous ECMO, pareil, c'est pas une surprise, notre expérience aussi, les choses rentrent assez vite dans l'ordre. Et à J1, le canal chante déjà bidirectionnel. Par contre, sur le plan poumon, alors que notre première évaluation, c'était plutôt des poumons noirs d'HTAP au départ à Saint-Brieuc, bon là on a des défauts de compliance, on fait du surfactant, et puis tout rentre dans l'ordre très très vite. Bon, très très bien. Donc à J2, le lendemain, on refait une évaluation. Clairement, les pressions pulmonaires sont maîtrisées. La compliance, elle est bien meilleure. Et le patient a été mis sous ECMO à 17h le vendredi. Et puis là, on est dimanche, il est 13h. Il y a toute la visite à faire. On est dimanche, donc on dit bah, super, ça me paraît pas mal. Alors, le poumon, il n'est pas encore nickel. On va attendre un petit peu. On va sortir d'ECMO lundi matin. Et puis 22h, hémorragie intraventriculaire brutale, révélée d'ailleurs par des signes d'engagement et un IRS juste avant qui était très haut. Je pensais à cet enfant-là quand on parlait de ce matin. Et voilà, trop tard, catastrophe. Belle indication d'ECMO, normalement du 80-90% de survie. Sauf que c'est bien beau de faire attention à tout sur l'ECMO, mais je crois que quand il faut sortir d'ECMO, il faut sortir d'ECMO. Hein, et un traitement qui a un haut taux de complications, la meilleure chose, c'est quand même de le garder le moins longtemps possible. Donc malheureusement, ce qui aurait pu nous faire passer les belles statistiques du MAC nous a fait passer de l'autre côté. Voilà. Très bien. Tu as fait un tour très complet, passé beaucoup de choses en vue. Et c'est sûr qu'il y a de quoi débattre là-dessus, il y a des points précis. Premier message, comme tu l'as dit, en effet, il ne faut pas qu'on sorte de là avec l'idée que l'ECMO fait des tonnes de complications neurologiques. Tout à l'heure, quand Fred Villega montrait toutes les imageries des ECMO qu'on a initiées, ça me faisait un petit peu de la peine, mais d'un autre côté, j'avais en souvenir tous ceux qui étaient sortis correctement. Donc, il faut continuer d'avancer, de se battre dans ce sens-là. Ça, c'est un point important. Moi, je voulais avoir, il y a des gens qui connaissent très bien l'hémostase ici, et avoir le point de vue de Chiara en particulier sur les plaquettes, sur la surveillance des ECMO. Qu'est-ce que tu recommandes avec ton expérience multiple Necker, Bambino, finalement? Moi, je voulais juste en fait faire une observation sur la question de l'antidissa quand on a une hémolyse, parce qu'on passe des heures où on décide de s'y changer les circuits d'ECMO, etc. Et comme on a vu à Necker là maintenant, les monitorages de l'antidissa est faux en cas d'hémolyse. Voilà, il est faux. Tout donc ces messages, il faut les passer bien, parce qu'il y a des heures où on n'a pas un contrôle important en fait de l'anticoagulation. Et c'est les moments où surtout un nouveau-né peut faire un accident cérébral vasculaire. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est vraiment un cercle vicieux. Hémolyse et hémolyse, thrombus, hémolyse.
Là, c'est clair que ça va très vite. Ouais. Et pour la question de la transfusion des plaquettes, on a la tendance quand même à les transfuser quand elles sont basses, peut-être pas 100 000, mais voilà, on essaye de rester quand même au-delà des 50 000. Mais peut-être il faut dire qu'ils sont bien importantes à transfuser quand on a un principe d'hémolyse, justement, pour ce que tu as dit, parce que c'est le moment où la plaquette activée peut réagir et faire des thrombus, en fait. Donc, c'est plus important de les transfuser quand on a une hémolyse que quand on ne l'a pas, même si on n'a pas un saignement par les drains. Oui, tout à fait. Il y a des jeux, bon, on ne peut pas tout faire sur l'hémolyse, mais il y a des études sur micropercule plaquettaire, de plaquettes activées et hémolyse, ça ressort très très bien. Et il faut qu'on passe au micro derrière. Moi, je ferais juste, en attendant que le micro arrive, c'est la situation le cercle vicieux quand on fait des ECMO sur post-opératoire. On est forcément obligé d'optimiser l'hémostase parce que tous les segments liés à l'intervention ne sont pas parfaitement maîtrisés. Alors, si le malade saigne pour des vraies raisons chirurgicales, ça c'est une catastrophe. Le premier objectif, c'est faire en sorte que l'hémostase chirurgicale soit contrôlée, mais quand bien même. Donc là, on est dans un vrai cercle vicieux et si par ailleurs il y a une défaillance associée et qu'on est obligé de prolonger l'ECMO, c'est très très dur. D'ailleurs, on voit que les résultats en général, c'est dans ce domaine-là qui sont le moins bons. Oui. Juste, je voudrais faire quelques remarques et puis une question aussi à la fin sur les plaquettes. Effectivement, c'était très intéressant de discuter hier soir. Alors, on parle beaucoup de la numération plaquettaire en permanence. On oublie, je trouve, trop la fonction plaquettaire. Tu l'as bien expliqué, qu'il y a plein de raisons de faire de la dysfonction plaquettaire. En post-CE, c'est encore plus l'hypothermie, la protamine, l'héparine. Enfin, les facteurs, ils sont multiples pour que les plaquettes ne marchent pas. On est, je pense, tous d'accord pour dire qu'un patient qui a 300 000 plaquettes sous aspégique, plavix, persantine aura une moins bonne hémostase que le patient qui en a 50 000 sans aucun antiplaquettaire. Donc la fonction antiplaquettaire, elle est très importante. Elle n'est jamais prise en compte ou presque dans les protocoles. Donc le Rotem, effectivement, c'est un instrument extrêmement intéressant. Il est totalement inutile pour les interactions entre les plaquettes et l'endothélium et pour potentiellement le facteur 13, même si c'est discutable, son utilité. La fonction plaquettaire, c'est mal vu par les tests classiques du Rotem. Donc je pense que déjà, l'avenir est aux analyseurs de fonction plaquettaire rapide. Il y en a plusieurs. Je dis aucun conflit d'intérêt avec personne, donc je ne dirais pas lequel est le mieux que les autres. Mais déjà, c'est la première chose. Probablement que le chiffre de plaquettes en soi, il n'est pas forcément très intéressant, de façon isolée, et que la fonction plaquettaire est extrêmement importante. Et la deuxième chose, c'est en cas d'arrivée d'un accident vasculaire cérébral hémorragique sous ECMO chez quelqu'un qui a des antiplaquettaires, est-ce que ça fait modifier pour vous ou non, que ce soit à Nantes ou ailleurs en France ou au Canada, les seuils de transfusion de plaquettes? Il y a eu une étude, alors certes c'est chez l'AVC hémorragique, chez l'adulte c'est pas du tout le même cas, fait par les Lillois et une autre équipe, je ne sais plus qui montre que quand on passe des plaquettes à ces patients, elle est critiquable, mais ils ont un moins bon devenir neurologique. Ça fait réfléchir sur l'intérêt des plaquettes dans ces cas-là. Voilà, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Moi, je pense que la réaction quand finalement on fait du neuromonitoring, c'est-à-dire qu'on va voir des choses avant de sortir d'ECMO et avant de voir l'hémiplégie à J4. Et donc, on met en évidence par une manière ou par une autre, que ce soit imagerie, AEG ou quoi, un AVC hémorragique important. Donc, je pense que la première question, je pense que nous, on va passer quand même des plaquettes, on va s'assurer quand même d'être dans les 50 000, etc. Je pense que c'est quand même dur de ne pas recommander, surtout qu'on ne va pas pouvoir faire en urgence des examens d'analyse plaquettaire, hein, c'est clair. Donc, à mon avis, on va transfuser, chez nous, en tout cas, tout le monde transfuserait largement. Par contre, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'on peut sortir d'ECMO ? Donc, avec plusieurs problèmes. Soit on peut sortir d'ECMO, et à la limite, il n'aurait pas fallu attendre la complication neurologique. Il faut sortir quand même, je pense, assez vite. Si on ne peut pas, voilà. Soit on sort d'ECMO et on est trop limite, et on a un bas débit. À ce moment-là, il y a toutes les chances quand même qu'on aggrave le pronostic neurologique. Voilà. Soit on tourne sans héparine. C'est un risque à prendre, on l'a déjà fait. C'était pas terrible. Mais après, la gestion par les médicaments de l'AVC hémorragique, ça, à mon avis, on ne fera pas des miracles avec des plaquettes et du fibrinogen. Hein. Je pense que tant qu'on est en train sous ECMO, chez un patient qui reste malade, à qui on envoie du débit dans le cerveau, on va vers le drame si on ne peut pas sortir d'ECMO. Je pense qu'il vaut mieux prendre moi-même un risque à sortir d'ECMO assez vite, mais j'engage que moi. Mais...
Une autre petite question, quand on voit les dégâts sur l'autorégulation cérébrale et que finalement les accidents surviennent surtout sur l'hémisphère gauche, effectivement on peut se poser la question de l'effet de l'hyperémie cérébrale, de l'hyperdébit de l'ECMO. Est-ce que, en gardant les mêmes objectifs d'anticoagulation, on ne pourrait pas seulement peut-être baisser notre débit d'ECMO? On se fixe souvent à un débit théorique qu'on a du mal à respecter parce que sur des raisons techniques, avec des petites canules, on a du mal à atteindre l'objectif. Finalement, on tourne plein pot, on crée de l'hémolyse, on polytransfuse. Est-ce que la solution, ce serait peut-être pas, en réduisant la VO2 au maximum chez l'enfant, maintenant en préservant les axos, peut-être seulement de diminuer le débit de notre ECMO? C'est possible. Alors, il y a quand même des variations régionales des débits. L'hyperémie cérébrale, elle peut être associée aussi à un bas débit splanchnique. Ouais. Donc c'est pas, c'est un peu le problème, c'est qu'avec le bouton ECMO, on n'a qu'un seul débit. Peut-être que pour l'organisme, il en aurait besoin de différence, mais ça, on peut pas le faire. C'est vrai que nous, le débit, on a tendance à choisir. Notre mesure d'efficacité du débit, c'est notre SVO2 qui rentre dans la machine, ce qu'on monitore en continu. C'est vrai que si on n'a pas un gros débit, mais qu'on a une bonne SVO2, que le patient urine, que la tacte reste bas, on va pas plus haut. On va pas au débit théorique forcément si... L'objectif, c'est à tout moment d'essayer d'avoir le débit optimal. Ça veut dire ni trop, ni pas assez. Et donc, les moyens de SVO2. NIRS, la SVO2. Oui, NIRS, SVO2, la gazo, les pH et tout. Et ça fait partie des critères qu'on doit surveiller en permanence et d'être le plus stable possible. Parce qu'on a bien compris que quand on fait de l'overflow, alors là, sur le plan neurologique, ça aussi, c'est dangereux. Donc, on navigue en permanence avec ça et c'est notre capacité à maintenir ça stable qui aide à éviter les complications. Mais ça fait partie des problèmes de management, c'est clair. Nicolas, Mirella, Nicolas. Je veux juste compléter en disant que chez le nouveau-né en particulier, le problème c'est qu'on est assez limité. Si on passe les débits, après on a des problèmes de coagulation. Et ces problèmes en ECMO, la perte d'autorégulation est probablement plus liée en fait au débit continu qui est délétère en fait sur l'autorégulation via des modifications sur la voie du NO en fait. C'est ce que tu disais. Peut-être qu'on récupère un peu. Oui. Et après, chez le nouveau-né, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Oui, alors je ne suis pas sûre que la perte de pulsatilité soit le seul facteur qui mène à la perte de l'autorégulation, puisqu'en CEC, on est en débit continu et on n'a pas forcément de perte d'autorégulation. En revanche, j'ai une question pour vous. Avez-vous une idée de comment on pourrait étudier l'autorégulation cérébrale? Oui, ouais. Bon, on a une idée, on l'a pas essayé encore. En fait, l'autorégulation, c'est, il faut avoir une mesure du débit, quelle qu'elle soit, une estimation du débit sanguin cérébral, et le mettre en relation avec les variations de pression artérielle. Donc voilà, et donc ça se fait dans le traumatisé crânien avec la PIC, qui est témoin quand même du volume sanguin cérébral, et la PAM. Donc il faut deux mesures continues, l'une et l'autre en parallèle, en permanence, pour être sûr. Donc il y a un index d'autorégulation qui existe comme ça. Et puis il y a des choses qui sont en développement avec le volume sanguin cérébral, le BVI là, du NIRS. Voilà, c'est trop tôt, mais l'année prochaine, par contre, Nicolas, qui s'intéresse beaucoup à ça, pourra en parler plus, je pense. Mais... Je reviens sur la perte de pulsatilité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le clampage en chirurgie, c'est le temps d'une réparation. C'est-à-dire que la perte du flux, c'est le temps du clampage. Donc, c'est rare que ça dépasse 2 heures. Le problème de l'ECMO prolongé, ça peut être pendant des jours. Tant que le ventricule n'a pas suffisamment récupéré pour être capable d'éjecter, on peut se retrouver pendant près de 48 heures avec... au Doppler et en écho en ETF, il n'y a pas de flux quasiment. Et donc ça, on a vraiment l'impression, alors moi ça me passionne et malheureusement il y a peu de travaux vraiment là-dessus. C'est totalement antiphysiologique et plus ça va durer, plus ça doit entraîner des effets. Oui, bonne remarque, mais en fait, ça pousse un peu quand même. Quand on voit ça sur les adultes avec des ventricules centrifuges, le Jarvik 2000 et autres. Ouais. Oui, mais des fois, ça pousse pas du tout.
vraiment ça pousse pas. Et quand tu fais tes tracés, justement, je pense, ça va être maintenant Pierre-Louis Léger, je pense qu'il va nous montrer des choses comme ça. Il y a des tracés, c'est le souffle de l'anastomose hein, qu'on a, c'est la même chose. Donc ça c'est pas physiologique. Ça vraiment, moi j'arrive pas à croire que ça n'a pas d'incidence. Et je pense, vraiment, je suis convaincu de ça, que c'est le principal problème du danger, de la difficulté de l'ECMO artério-veineuse par rapport à la véno-veineuse. C'est surtout la perte du flux pulsé lorsque le cœur n'éjecte pas. Moi, je crois ça. Hein. Maintenant, je me trompe peut-être, mais vraiment l'impression que c'est pas anodin, ça. Il y a beaucoup de papiers quand même en cours, enfin d'études en cours et de papiers qui existent déjà sur la perte d'autorégulation per CEC notamment, et quand elle est perdue, cette autorégulation, c'est corrélé au mauvais devenir des patients au réveil, quoi. Donc il y a quand même pas mal de données là-dessus, et il y a beaucoup d'études. Ça marche plus. Ok, très bien, on va écouter Pierre-Louis, je pense qu'il va nous... Mais t'as vu, ça t'a coupé directement. Et c'est pas moi qui le commande. Hein. Donc tu sais de quoi tu dois parler là. Hein. Là, c'est...